tu as ta retraite, alors, contente-toi de vivre avec ça maintenant, ai-je dit à ma belle-mère, après qu'elle a fait don de son appartement à ma belle-sœur, et décidé de venir vivre chez moi, à mes frais. Et, lorsqu'elle a appelé mon mari, pour lui demander pourquoi il ne lui avait pas viré les 5 000 € prévus pour ses dépenses, la réponse de ce dernier l'a complètement laissé sans voix. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et à laisser un pouce bleu. Merci, et bonne écoute. Valérie prit une gorgée de café, dans sa tasse préférée portant l'inscription « Chef comptable », puis, elle posa le regard sur l'écran de son ordinateur. Le bilan comptable du mois de mars exigeait une attention toute particulière. Il y avait de nouveaux fournisseurs, des modifications dans la législation fiscale, ainsi qu'une multitude de petits détails, qui pouvaient s'avérer désastreux en cas de contrôle. À 35 ans, elle travaillait déjà depuis 10 ans, pour l'entreprise commerciale Alphatrad. Elle connaissait son métier sur le bout des doigts, mieux que quiconque. Le téléphone se mit à sonner, pile au moment où Valérie se concentrait sur une ligne comptable particulièrement complexe, concernant la TVA. Le numéro, qui s'affichait, était un numéro fixe inconnu. « Allô, Madame Valérie Dupont » résonna une voix d'homme, plutôt agréable. « Je suis Pierre Leblanc, agent immobilier de l'agence La Clé d'Or. Je me permets de vous déranger. » Valérie fronça les sourcils. Ni elle, ni son mari Michel, n'avaient prévu de faire des transactions immobilières. Leur appartement de 4 pièces, situé dans un immeuble récent, leur convenait parfaitement. « Je vous écoute », répondit-elle. « Le fait est que, votre mère m'a confié la vente de son appartement de 3 pièces, situé au 43 avenue Victor Hugo. Je voulais donc clarifier quelques détails, concernant les documents. » Valérie faillit lâcher le téléphone. De quelle mère parlait-il? Ses propres parents vivaient dans une autre région. S'agissait-il de sa belle-mère, Claire? Excusez-moi, mais je pense qu'il y a une erreur. Ma belle-mère n'a jamais parlé de vendre son appartement. Il y eut un silence, à l'autre bout du fil. Comment ça, elle n'en a pas parlé, s'étonna l'agent immobilier. Pourtant, Madame Claire a spécifiquement donné vos coordonnées, en tant que fille, chargée de l'aider pour les formalités. Elle m'a assuré que vous étiez au courant de tout. Je ne sais rien d'une quelconque vente, répondit fermement Valérie. De plus, je suis certaine qu'aucune vente n'est prévue. C'est étrange, murmura Pierre Leblanc. Cette dame semblait très déterminée, elle a même versé 200 € d'acompte, pour l'estimation du bien. Elle disait qu'il fallait vendre en urgence, avant la fin du mois. Le cœur de Valérie se mit à battre plus fort. Quelque chose clochait. Claire pouvait certes se montrer impulsive, mais, vendre son appartement, sans même consulter sa famille, ce n'était absolument pas dans ses habitudes. Pourrais-je savoir, quand exactement Madame Claire vous a contacté? Avant-hier, mardi. Elle est venue dès la première heure, le matin. Elle semblait très pressée, pour une raison que j'ignore. Avant-hier, mardi. Valérie avait travaillé tard, ce jour-là, et Michel lui avait dit que sa mère était passée prendre le thé. Cela signifiait donc qu'elle était allée chez l'agent immobilier le matin, et que le soir même, assise dans leur cuisine, elle n'avait pas soufflé mot de cette vente. Monsieur Leblanc, pourriez-vous suspendre toutes les démarches, pour le moment? Je souhaite d'abord en parler de vive voix, avec ma belle-mère. Bien sûr, sans aucun problème. Mais, vous savez, l'agent marqua une pause, j'ai vraiment eu l'impression que cette dame était prise par le temps. Elle n'arrêtait pas de répéter, il faut faire vite, il faut que ce soit réglé avant le 1er avril. Après avoir raccroché, Valérie resta longuement immobile, les yeux fixés sur son écran. Les chiffres du tableau Excel se brouillaient devant elle. Pourquoi sa belle-mère voudrait-elle vendre son appartement? Et surtout, pourquoi une telle précipitation? Pourquoi le cacher à sa famille? Elle composa le numéro de Claire. Après quelques longues sonneries, une voix familière décrocha. « Coucou Valérie, comment vas-tu? Il s'est passé quelque chose? » « Belle maman, un agent immobilier vient de m'appeler, » commença Valérie, mais sa belle-mère la coupa aussitôt. «
Quel agent immobilier? De quoi parles-tu? On pouvait déceler, dans sa voix, de l'étonnement, et même une légère pointe d'inquiétude. Soit sa belle-mère était une excellente actrice, soit elle ne comprenait vraiment pas de quoi il retournait. Monsieur Pierre Leblanc, de l'agence La Clé d'Or, m'affirme que vous lui avez demandé de vendre votre appartement. Un long silence s'installa. Valérie crut même, un instant, que la communication avait été coupée. Ah, ça, finit par lâcher Claire, en traînant sur les mots. Oui, je voulais juste me renseigner, par simple curiosité, pour voir combien valait mon logement. Mais, visiblement, il a tout compris de travers. Pourtant, il a précisé, que vous aviez versé un acompte pour l'estimation. Oh, Valérie, pourquoi te tracasser avec ça? Le ton de la belle-mère trahissait maintenant une pointe d'agacement. Une femme a le droit de connaître la valeur de son bien, non? Qu'y a-t-il de si étrange à cela? C'est peut-être simplement pour préparer mon testament, j'ai besoin de connaître la valeur exacte de mon patrimoine. Formellement, l'explication semblait logique. Mais, au fond, quelque chose ne collait toujours pas. Valérie connaissait Claire depuis 12 ans, depuis sa rencontre avec Michel. C'était une femme directe, qui n'aimait pas les demi-mesures. S'il s'agissait d'une simple estimation, elle l'aurait dit d'emblée. Très bien, finit par accepter Valérie. C'est juste que j'étais surprise de voir que cet agent immobilier vous considérait déjà comme sa cliente. Ah, ces agents immobiliers, s'esclaffa Claire. Ils feraient n'importe quoi pour vendre. Allez, Valérie, ne te fais pas de mauvais sang pour des broutilles. D'ailleurs, je passerai vous voir ce soir. J'ai préparé des petits gâteaux. Après le coup de fil, l'angoisse ne disparut pas, bien au contraire, elle s'intensifia. Valérie tenta de se replonger dans son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à cet appel étrange. Son intuition, forgée par des années à manipuler des chiffres et des contrats, lui soufflait que quelque chose de louche se tramait. Pendant sa pause déjeuner, elle décida d'appeler son mari. « Mich, tu peux parler ? » « Oui, mais fais vite. On vient de nous livrer le béton, je dois réceptionner la commande. » Michel travaillait comme chef de chantier, dans une entreprise de construction, et ses journées n'avaient que rarement des horaires fixes. « Dis-moi, tu ne saurais pas si ta mère a l'intention de vendre son appartement ? » Il y eut un silence, très court, mais que Valérie remarqua immédiatement. « Pourquoi tu dis ça ? » La voix de son mari semblait surprise, mais aussi légèrement tendue. « Un agent immobilier m'a appelé, il affirme qu'elle a fait appel à ses services. » « Valérie, tu connais maman. Elle est capable de changer d'avis 100 fois par jour. Elle voulait sûrement juste savoir combien valait son appartement. » C'étaient exactement les mêmes mots que ceux de Claire. C'était bien trop similaire, pour être une simple coïncidence. Mais, pourquoi a-t-elle besoin d'en connaître le prix? Je n'en sais rien, elle a peut-être peur de ne pas nous laisser un héritage assez conséquent. Tu sais bien, comment elle a tendance à se faire des films, parfois. Valérie fronça les sourcils. Claire aimait effectivement dramatiser, mais, en matière d'immobilier, elle avait toujours fait preuve d'un grand pragmatisme. D'accord, on en reparlera à la maison, conclut-elle. Ça marche, par contre je rentrerai tard ce soir. Pas avant 22 heures, c'est certain. Le soir venu, Claire arriva effectivement avec ses gâteaux, et se comporta comme à son habitude. Elle raconta les potins de son quartier, se plaignit de ses voisins, et s'intéressa au travail de Valérie. Il n'y eut pas la moindre allusion à un agent immobilier, ou à une vente d'appartement. Cependant, Valérie nota un détail troublant. Lorsque le téléphone de sa belle-mère sonna, cette dernière jeta un œil à l'écran, et rejeta immédiatement l'appel. « Ce n'est rien, » expliqua-t-elle, face au regard interrogateur de Valérie. « C'est encore de la publicité. » Pourtant, 5 minutes plus tard, le téléphone sonna de nouveau. Et, une fois de plus, Claire rejeta l'appel, cette fois-ci, sans même regarder l'écran. « Belle maman, vous devriez peut-être répondre, non ? C'est peut-être important. » « Mais non, Valérie. Tu sais bien,
Comment ces démarcheurs nous harcèlent aujourd'hui? Un coup, ils te proposent un crédit, un autre coup, une assurance. Mais, à la troisième sonnerie, la belle-mère céda et décrocha. Allô, je vous ai dit que ce serait pour demain. On s'appelle demain. Elle parlait tout bas, presque en chuchotant, mais Valérie réussit tout de même à entendre. Après ce bref échange, Claire parut visiblement nerveuse. Il y a un problème, demanda Valérie, avec sollicitude. Oh, rien de grave. C'est une voisine. Elle a un souci avec ses papiers, et elle me demande de l'aider à y voir plus clair. Le mensonge était flagrant. Valérie savait pertinemment que Claire entretenait des relations très tendues avec tout son voisinage. Jamais elle n'aurait accepté d'aider quelqu'un avec des documents, et encore moins, à 21h. Michel rentra à la maison, une fois sa mère partie. Il avait l'air épuisé, et particulièrement irritable. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Valérie, en lui servant une tasse de thé. « Normalement. » Pourquoi, il devrait y avoir quelque chose de spécial? Le ton était cassant, inhabituel. D'ordinaire, après le travail, Michel adorait raconter sa journée sur le chantier, se plaindre des clients, ou se vanter de ses réussites. Je posais juste la question. Tu as l'air tendu. Je suis fatiguée. J'ai passé ma journée à régler des problèmes. Valérie s'assit près de lui. Mich, tu es absolument sûre de ne rien savoir au sujet de l'appartement de ta mère? Elle s'est comportée de façon très étrange, aujourd'hui. Elle rejetait des appels, elle était nerveuse. Michel leva les yeux vers elle. Une lueur indéfinissable traversa son regard. Valérie, on va en parler encore longtemps? Maman t'a dit qu'elle voulait juste connaître la valeur de son bien. Point final. Mais, dans quel but? Et pourquoi être si pressée? Comment veux-tu que je sache ce qui lui passe par la tête? Elle veut peut-être rédiger son testament? Ou alors, elle songe à partir en maison de retraite? Va savoir ce qui trotte dans la tête des personnes âgées. Une maison de retraite? Claire était une femme de 68 ans, pleine d'énergie, qui allait au théâtre, voyait ses amis, et n'avait absolument aucune intention de quitter son appartement chéri. Jamais elle n'avait évoqué l'idée d'une maison de retraite. Valérie. Michel frappa du poing sur la table. Arrête de creuser. Qu'est-ce qui te prend, aujourd'hui? Maman est une adulte, elle a le droit de faire ce qu'elle veut de son appartement. Cet accès de colère était inattendu, et semblait totalement injustifié. Valérie observa attentivement son mari. 12 années de mariage lui avaient appris à déchiffrer ses humeurs. En ce moment précis, il cachait indéniablement quelque chose. Très bien, dit-elle doucement. Oublions ce sujet. Mais, elle n'avait nullement l'intention de l'oublier. Le lendemain, Valérie décida d'agir. S'il se tramait quelque chose de louche dans la famille, elle estimait avoir le droit de connaître la vérité. Pendant sa pause déjeuner, elle se rendit à l'agence La Clé d'Or. Pierre Leblanc s'avéra être un homme d'une 50aine d'années, au visage ouvert, et au contact très facile. « Vous êtes la fille de Madame Claire » s'enthousiasma-t-il. « Ça tombe à merveille, j'allais justement vous contacter. J'ai déjà 2 acheteurs potentiels. » Attendez, l'interrompit Valérie. Je ne suis pas là pour ça. J'aimerais que vous m'expliquiez plus en détail comment ma belle-mère vous a contacté. L'agent immobilier haussa les sourcils, surpris. Mais, hier au téléphone, vous m'avez dit. Je vous ai demandé de suspendre toutes les démarches. Aujourd'hui, je veux tirer cette situation au clair. Pierre Leblanc sortit un dossier de sa chemise. Madame Claire est venue mardi matin. Elle m'a expliqué qu'elle devait vendre son appartement de toute urgence, idéalement avant la fin du mois de mars. Elle n'a pas vraiment donné de raison, elle répétait simplement que c'était indispensable, et que la famille était d'accord. A-t-elle vraiment versé un acompte? Oui. 200 € pour l'estimation, et les frais de dossier. En espèces. Puis, elle a immédiatement demandé combien de temps prendrait la procédure de vente.
Valérie resta pensive. 200 €, pour Claire, ce n'était pas une petite somme. Sa retraite s'élevait à 1200 €, et elle gérait toujours son budget avec une extrême rigueur. Elle n'a pas précisé la raison de cette vente? Non, elle répétait juste qu'elle était très pressée. Elle a aussi demandé s'il y avait un moyen d'accélérer les choses. Je lui ai expliqué qu'il fallait compter au moins un mois, à cause des formalités, des diagnostics et du passage chez le notaire. Un mois. Ce qui signifiait qu'à la fin du mois d'avril, l'appartement aurait changé de propriétaire. Mais, qu'est-ce qui poussait Claire à agir avec une telle précipitation? Je vous remercie, monsieur Leblanc. Je vais tirer tout cela au clair, et je vous rappellerai. Entendu. Mais, ne tardez pas trop. Le marché est dynamique en ce moment. Je pourrais trouver des acheteurs assez rapidement. En sortant de l'agence, Valérie s'installa dans sa voiture, et se plongea dans ses pensées. Le puzzle prenait forme, mais l'image qui en ressortait, devenait de plus en plus inquiétante. Claire avait clairement l'intention de vendre son appartement, et ce, dans la plus grande urgence, tout en le cachant à sa famille. Mais le plus troublant, c'était le comportement de Michel. Pourquoi avait-il réagi si violemment à ces questions, et pourquoi ses explications sonnaient-elles si faux? Le soir venu, elle décida de tenter une petite expérience. Pendant que Michel prenait sa douche, elle s'empara de son téléphone. Elle connaissait le code de déverrouillage, c'était la date de leur mariage. Dans l'application de messagerie, elle tomba sur une conversation avec sa sœur, Céline. Les derniers messages dataient du jour même. Céline, maman dit que Valérie se doute de quelque chose. Michel, oui, l'agent immobilier l'a appelé. J'ai dû trouver une excuse. Céline, il faut faire attention. Est-ce que maman a récupéré les papiers? Michel, elle les récupère demain. Elle dit qu'elle a pris rendez-vous chez le notaire pour vendredi. Céline, parfait. L'essentiel, c'est que Valérie ne découvre rien avant l'heure. Valérie sentit un frisson glacial parcourir tout son corps. Quel papier? Quel notaire? Et que signifiait ce « ne découvre rien avant l'heure » ? Elle remonta rapidement le fil de la conversation. Les messages de la semaine précédente étaient prudents, remplis de sous-entendus. Céline, tu crois que maman va oser le faire? Michel, elle osera. Elle ferait n'importe quoi pour toi. Céline, et Valérie, elle ne va pas s'y opposer? Michel, on ne laissera pas le choix à Valérie. Maman a le droit de faire ce qu'elle veut de son patrimoine. Céline, tu as raison. Pourvu qu'on boucle ça rapidement. Le bruit de l'eau, dans la douche, s'arrêta. Valérie reposa précipitamment le téléphone à sa place, et fit semblant de lire un livre. Michel sortit de la salle de bain, jeta un coup d'œil à son téléphone, s'en empara, et partit vers la cuisine. Quelques minutes plus tard, Valérie entendit une conversation à voix basse. Céline, c'est moi. Oui, tout va bien pour l'instant. Non, elle ne se doute de rien. Maman récupère les documents demain, et on va chez le notaire vendredi. Ça marche, on se rappelle. Allongée dans son lit, Valérie prenait conscience de la situation, un véritable complot se tramait contre elle. Son mari, sa belle-mère, et sa belle-sœur, manigançaient quelque chose, dans son dos. Et cette affaire, était intimement liée à l'appartement de Claire. Mais, que préparait-il exactement? La réponse lui parvint dès le lendemain. Claire débarqua chez eux, en milieu d'après-midi, munie d'un grand sac, et affichant une humeur particulièrement joyeuse. Valérie, chérie, tu permets que je me repose une petite heure sur ton canapé? Je suis un peu fatiguée, aujourd'hui. Bien sûr, belle maman. Vous voulez que je vous prépare un thé? Non merci, c'est gentil. Je vais juste m'allonger un instant. La belle-mère s'installa sur le canapé du salon, tandis que Valérie retournait dans la cuisine, pour préparer le dîner. Cependant, une demi-heure plus tard, en jetant un œil dans le salon, elle constata que Claire dormait profondément. À côté du canapé,
reposait son sac, légèrement entrouvert. Valérie n'hésita pas longtemps. Il y avait eu bien trop de zones d'ombre, ces derniers jours. Elle glissa prudemment la main dans le sac. Au-dessus des affaires, se trouvait une enveloppe remplie de documents. Valérie la retira délicatement, et parcourut les papiers des yeux. Ce qu'elle y lut, la força à s'asseoir sur le rebord du fauteuil. Il s'agissait d'un acte de donation. L'appartement de Claire était cédé à Céline Dupont. Le document portait déjà la signature de sa belle-mère. Il ne restait plus qu'à le faire authentifier par le notaire et à l'inscrire au registre de la publicité foncière. Valérie relut les papiers à plusieurs reprises, incapable d'en croire ses yeux. Claire faisait don de son appartement de 3 pièces, à sa fille Céline. Comme ça, à titre gratuit. Une pensée traversa alors l'esprit de Valérie, mais où allait donc vivre Claire, désormais ? La réponse s'imposa d'elle-même. Elle allait s'installer chez eux. Voilà pourquoi elle ne cessait de se plaindre de son petit logement, et clamait son envie d'espace. Voilà pourquoi elle multipliait les visites, et restait dormir de plus en plus souvent. Claire préparait le terrain. Valérie replaça doucement les documents dans le sac, et retourna dans la cuisine, sur la pointe des pieds. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre. Le plan était donc le suivant, offrir l'appartement à sa fille chérie, Céline, pour ensuite venir s'installer chez son fils. Le tout, sans demander l'avis de personne, sans prévenir qui que ce soit. La mettre simplement devant le fait accompli. Céline. Valérie songea à sa belle-sœur. Âgée de 32 ans, mère de 2 enfants, mariée à un mécanicien aux revenus irréguliers, elle vivait dans un 2 pièces en location, et se plaignait perpétuellement de ses problèmes d'argent. Pour eux, un bel appartement en centre-ville, c'était une véritable bénédiction. Et Michel était au courant. Pire encore, il participait activement à cette machination. Claire se réveilla 1 heure plus tard, fraîche et dispose. « Oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi ! Tu sais quoi, Valérie ? Une idée m'a traversé l'esprit. Et si je venais vous rendre visite plus souvent ? Votre appartement est si douillet, il y a tellement d'espace. » Ça commençait. Plus souvent, c'est-à-dire, demanda prudemment Valérie. Eh bien, je pourrais rester dormir, de temps à autre. Tu sais, la solitude pèse parfois, quand on est chez soi. Je n'ai plus 20 ans. Belle maman, mais vous avez votre propre appartement, non ? Oh, qu'a-t-il de si merveilleux, répondit la belle-mère, d'un geste dédaigneux de la main. Il est vieux, il est exigu, les voisins sont insupportables. Alors qu'ici, c'est le grand luxe. Et puis, avec vous, mes enfants, la vie est plus joyeuse. Valérie observait sa belle-mère, en comprenant que la décision était déjà prise. Dès demain, elle irait chez le notaire, signerait l'acte de donation, puis, elle annoncerait qu'elle allait désormais vivre avec eux. « Et où comptez-vous dormir » demanda Valérie. « Oh, sur le canapé du salon, ça m'ira très bien. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Le principal, c'est d'être entourée de ma famille. » La famille ? Valérie dut se faire violence, pour ne pas lui cracher au visage ses 4 vérités, sur cette fameuse « famille » qui complotait dans son dos. Le soir, après le départ de Claire, Valérie attendit Michel avec un lourd poids sur le cœur. Désormais, elle connaissait la vérité. Il ne lui restait plus qu'à décider, de la manière dont elle allait gérer cette trahison. Michel rentra vers 22h30, l'air épuisé et grognon. Valérie l'accueillit dans l'entrée, le visage grave. « Il faut qu'on parle » déclara-t-elle, sans aucun préambule. « Valérie, on peut remettre ça à demain ? Je suis crevée, là. » « Non, c'est pour maintenant. Et c'est sérieux. » Le ton de sa voix poussa Michel à regarder sa femme avec plus d'attention. Il se dirigea vers la cuisine, et se versa un grand verre d'eau. « Je t'écoute. » Valérie sortit de sa poche un document imprimé. Dans la journée, elle avait pris le temps de passer au service des impôts pour demander un extrait du registre foncier concernant l'appartement de Claire. Ta mère a fait don de son appartement à Céline. Officiellement.
Les papiers ont été enregistrés avant-hier. Michel se figea, son verre d'eau à la main. On pouvait lire sur son visage qu'il cherchait frénétiquement une parade. Comment as-tu su? Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu étais au courant, et que tu me l'as caché. Le silence se prolongea. Michel posa son verre sur la table, et laissa échapper un profond soupir. Oui, je le savais. Je l'ai même aidé pour les démarches administratives. Tu l'as aidé? Il fixa sa femme, avec une pointe de défi dans le regard. Et alors? Quel est le mal? Ma mère a voulu aider sa fille. Céline vit dans un petit 2 pièces en location, avec 2 gamins. Il tire toujours le diable par la queue. Et, pendant ce temps-là, l'appartement de maman reste vide. Vide. Valérie n'en croyait pas ses oreilles. Claire vit dedans. Elle y vivait. Maintenant, elle va vivre ici. Le voilà, le véritable enjeu. Carte sur table. Donc, ta mère décide de donner son appartement à Céline, pour venir s'installer chez nous? Le tout, sans demander l'avis de personne? Et pourquoi devrait-elle demander, s'emporta Michel. C'est son appartement, c'est sa décision. Et puis, nous sommes une famille, non? À moins qu'une femme âgée ne soit qu'un fardeau, à tes yeux? Une technique classique. Au lieu de se justifier, on passe à l'offensive, en jouant sur la culpabilité. Michel, le problème n'est pas ta mère. Le problème, c'est que vous avez pris cette décision tous les 3, dans mon dos. Vous ne m'avez pas averti, vous n'en avez pas discuté avec moi, vous m'avez simplement mise devant le fait accompli. Qui a-t-il à discuter? Une mère s'installe chez son fils. C'est tout à fait normal. Ce qui est normal, c'est de prévenir sa femme, au lieu de faire des messes basses, et d'organiser des complots. Quel complot? Souffla Michel, d'un air méprisant. Tu as regardé trop de séries policières, ou quoi? Valérie sortit son téléphone, et lança l'enregistrement audio. L'essentiel, c'est que Valérie ne découvre rien avant l'heure, résonna la voix de Céline. Puis, la voix de Michel prit le relais, on ne laissera pas le choix à Valérie. Maman a le droit de faire ce qu'elle veut de son patrimoine. Le visage de son mari devint livide. Tu as enregistré nos conversations? J'ai surpris par hasard ta discussion avec ta sœur, et j'ai enregistré, au cas où. C'est du joli. Michel fit un mouvement vers le téléphone, mais Valérie l'écarta vivement. C'est trop tard, Michel. Je sais tout. Maintenant, explique-moi, à quoi rimait tout ce mystère? Il se laissa tomber sur une chaise, et enfouit son visage dans ses mains. On avait peur que tu t'y opposes. Que je m'oppose à quoi, exactement? À ce que maman vienne vivre avec nous. Et, il ne vous est pas venu à l'esprit, de me poser la question? Peut-être que je n'aurais pas été contre. Mais, aujourd'hui, je suis contre vos méthodes. Michel releva la tête. On pouvait lire dans ses yeux, de l'épuisement et une forme de désespoir. Valérie, sois raisonnable. Céline galère avec les gosses, dans des apparts en location. Léo rentre bientôt à l'école, et ils n'ont même pas de logement stable. L'appartement de maman est sous-utilisé, et elle s'ennuie toute seule. On a voulu faire d'une pierre 2 coups. Je vois. Et, personne n'a pensé à me consulter, car vous saviez pertinemment, que j'allais poser les questions qui fâchent. Pas des questions, non. Mais, tu es tellement pragmatique. Tu aurais tout de suite commencé à faire tes calculs, à planifier le budget. Évidemment que je l'aurais fait. Parce qu'une personne de plus à la maison, cela signifie des dépenses en plus. L'eau, l'électricité, les courses, les frais quotidiens. C'est la base de la gestion d'un budget familial. C'est bien ce que je dis, explosa Michel. Tu aurais tout de suite commencé à compter tes centimes. Mais, on ne parle pas de centimes, on parle de ma mère. C'est ma chair et mon sang. Valérie dévisagea son mari, en réalisant une chose, il ne faisait sincèrement pas la différence, entre l'envie d'aider,
et l'obligation d'assumer financièrement. Pour lui, l'entraide familiale impliquait qu'un membre prenne les décisions, et que les autres s'y plient, sans discuter. Admettons, dit-elle. Admettons que j'ai accepté que ta mère s'installe ici. Mais, pourquoi fallait-il donner l'appartement à Céline? Vous auriez pu faire un échange de logement, ou bien? On ne pouvait pas, l'interrompit Michel. Céline a un mauvais dossier de crédit, personne n'accepterait un échange avec elle. La donation, c'est net et sans bavure. Zéro problème. Donc, ce n'était pas seulement une question d'entraide, c'est aussi parce que les autres options n'étaient pas réalisables. Michel garda le silence, réalisant qu'il en avait trop dit. En gros, oui. On a longuement réfléchi à la meilleure solution. C'est qui? Toi, Claire, et Céline? Bah, oui. C'est bien ce que je pensais. Et moi, je ne faisais pas partie de ce fameux « on ». La discussion tournait en rond. Valérie comprenait qu'il serait malvenu de reprocher à son mari de vouloir aider sa sœur. En revanche, les méthodes employées par sa belle-famille lui étaient profondément intolérables. Le lendemain, les événements s'enchaînèrent à un rythme effréné. Dès le matin, Céline l'appela. « Valérie, salut. Ça ne te dérange pas si je passe vous voir ce soir? Je voulais te remercier d'avoir accepté d'héberger maman. » Et voilà le travail. Pas l'ombre d'une discussion, pas un mot sur leur projet. Directement, des remerciements pour avoir accepté. Comme si le consentement de Valérie était déjà un fait acquis et signé. Écoute, Céline, il faudrait d'abord qu'on en discute. J'ai besoin de comprendre. Oh, qu'y a-t-il à discuter? La coupe à sa belle-sœur. Maman ne va pas s'installer chez vous de façon définitive. C'est juste le temps que je remette l'appartement en état, que je fasse quelques travaux. Un mois ou deux, tout au plus. Des travaux? Quels travaux? Céline, pourquoi faire des travaux? L'appartement est en très bon état. Tu sais, la déco est quand même très vieillotte. Les papiers peints, les sols. On aimerait moderniser un peu tout ça, pour les enfants. Dans la voix de sa belle-sœur, Valérie reconnut une intonation qu'elle connaissait bien. C'était le ton qu'employaient ses clients, lorsqu'ils tentaient de dissimuler le véritable but d'une transaction. Et à combien s'élèvent ces travaux, approximativement? Oh, c'est dur à dire. Peut-être un mois, peut-être 3. Ça dépendra de l'argent qu'on arrivera à mettre de côté. Valérie fronça les sourcils. Quelque chose, dans ses propos, lui mettait la puce à l'oreille. Le soir même, Céline tint parole et vint leur rendre visite. Elle était accompagnée de ses enfants, Léo, 8 ans, et Chloé, 5 ans. Les petits étaient bien élevés, mais visiblement intimidés de se retrouver dans un appartement qu'ils connaissaient peu. Alors, Valérie, commença Céline, en s'installant sur le canapé. Merci du fond du cœur, de ne pas t'opposer au déménagement de maman. On appréhendait beaucoup ta réaction. Je le prends plutôt bien, répondit Valérie. Mais, j'aimerais qu'on mette les choses à plat. Tu m'as parlé de travaux, tout à l'heure? Oui, je voudrais rafraîchir un peu l'appartement. Ça fait 30 ans que maman y vit, tout est un peu vieillot. Et ça va te coûter combien, ces travaux? Céline hésita un instant. Difficile à estimer avec précision. Dans les 15 000, ou 20 000 euros, je dirais. 15 000 à 20 000 euros. Sachant que son mari, mécanicien, gagnait le SMIC, soit environ 1 500 euros par mois, cela représentait plus d'une année entière de salaire, sans manger ni s'habiller. Et d'où allez-vous sortir une somme pareille? C'est pour ça qu'on a décidé que l'appartement. Céline s'interrompit brusquement, et lança un regard paniqué à Michel. C'est pour ça quoi? Insista Valérie, sur le qui-vive. Eh bien, vu que maman vit avec vous maintenant, elle va faire des économies sur ses charges, sur la nourriture. Et cet argent économisé servira à financer les travaux. La logique était imparable, à condition de ne pas s'attarder sur les détails. Claire allait économiser sa retraite de 1 200 euros,
tout en vivant aux frais de Valérie et Michel, qui paieraient la nourriture, l'électricité, et les autres charges. Et si malgré ça, vous n'avez pas assez pour les travaux? Dans ce cas. Céline regarda de nouveau Michel. Dans ce cas, on trouvera bien une solution. Valérie comprit parfaitement ce que signifiait ce « on trouvera bien une solution ». C'était une demande d'aide financière déguisée. Céline, tu as vraiment l'intention d'aller vivre dans cet appartement? La question tomba comme un coup près, et la belle-sœur fut prise de court. Bien sûr, pourquoi? On dirait pas. C'est juste que, pour une famille avec 2 enfants, un 3 pièces, c'est assez petit. Vous êtes dans un 2 pièces actuellement, là-bas, vous n'aurez qu'une chambre de plus. Ça nous suffira amplement, l'important, c'est d'être chez soi. Mais, un éclair fugace traversa le regard de Céline. Valérie eut l'intime conviction qu'il y avait anguille sous roche. Après le départ de sa belle-sœur, Valérie décida de vérifier ses soupçons. Le lendemain, durant sa pause déjeuner, elle se rendit dans le quartier où se situait l'appartement de Claire. Dans la cour de l'immeuble, elle croisa Martine, la voisine du 3e étage. La vieille dame, toujours friande de commérage, fut ravie de pouvoir discuter. « Oh, Valérie, ça fait un bail. Comment vas-tu? » « Bonjour Martine, je vais bien, merci. Et vous? » On fait aller, doucement. Dis-moi, votre Claire a fini par déménager chez vous, pour de bon? Ce n'est que temporaire, répondit Valérie, avec prudence. Pourquoi, ça se remarque? Et comment? Ça fait une semaine qu'on ne la voit plus. Par contre, hier, sa fille est passée. Elle n'arrêtait pas de parler au téléphone, en donnant des explications à je ne sais qui, et elle prenait les mesures des pièces. Elle prenait les mesures? Qu'est-ce qu'elle mesurait, au juste? Un peu de tout. Elle avait un mètre ruban, et elle notait des trucs dans un carnet. Et puis, un type est venu aussi, il a tout inspecté. Le cœur de Valérie fit un bond dans sa poitrine. Un type avec un mètre ruban. Ça ressemblait fortement à un expert immobilier, chargé de l'évaluation du bien. Martine, par hasard, vous n'avez pas entendu ce que Céline comptait faire de l'appartement? Va savoir. Mais, hier, je l'ai entendu dire au téléphone, d'ici la fin avril, on aura vendu, c'est sûr. Le marché est excellent en ce moment. Toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. Il n'y avait jamais eu de travaux prévus, ni de déménagement pour Céline et ses enfants. La belle-sœur avait bel et bien l'intention de vendre l'appartement qu'on venait de lui donner. Valérie remercia la voisine, et reprit le volant, l'esprit en ébullition. Toute cette histoire de travaux, et d'hébergement provisoire, n'était qu'un tissu de mensonges. L'appartement allait être vendu, et sa belle-mère s'installerait chez eux, pour toujours. Le soir même, elle décida de confronter Claire en personne. La belle-mère, qui venait d'arriver pour prendre le thé, était d'excellente humeur. À peine la porte franchie, elle se mit à raconter comment elle avait croisé une vieille amie au supermarché. « Belle maman, comment avancent les préparatifs des travaux pour Céline ?» demanda Valérie, d'un ton faussement naïf. « Quels travaux ?» s'étonna la belle-mère. « Eh bien, elle a prévu de rénover l'appartement, avant de s'y installer. » Claire sembla prise de court. « Ah, oui, les travaux. Bien sûr, elle va en faire. C'est vrai que tout est très vieux, là-bas. Et, vous pensez que ça va prendre combien de temps? Oh, je dirais 2 ou 3 mois, à vue de nez. » Les mêmes mots que Céline. Un discours appris par cœur. Elle a déjà trouvé des artisans? Pas encore. Ma petite Céline cherche toujours. Valérie hocha la tête, et changea de sujet. Désormais, elle en avait la certitude, personne n'allait faire de travaux. Et Claire était parfaitement au courant des véritables intentions de sa fille. La confirmation ultime arriva le lendemain. Pierre Leblanc, l'agent immobilier, la rappela. « Madame Dupont, pardonnez-moi de vous déranger à nouveau, mais je fais face à une situation délicate. Une jeune femme est passée à l'agence, aujourd'hui.
Elle s'est présentée comme la fille de Madame Claire, et m'a expliqué que l'appartement lui appartenait désormais, et qu'elle souhaitait le vendre. Et que lui avez-vous répondu? Je lui ai demandé des justificatifs. Elle m'a présenté une attestation de propriété toute récente. Le bien a effectivement changé de propriétaire. Mais, cela me perturbe, car hier, vous m'avez demandé de suspendre la vente. Monsieur Leblanc, est-ce qu'elle vous a indiqué un délai pour la vente? Oui, elle est très pressée. Elle insiste pour que ce soit fait avant fin avril. Elle est même prête à baisser le prix, pour que ça aille plus vite. Prête à baisser le prix. Cela signifiait que Céline avait un besoin urgent de liquidité. Et Claire, qui connaissait les plans de sa fille depuis le début, avait continué à jouer la comédie de l'hébergement temporaire. Le soir même, Valérie convoqua un conseil de famille. Tout le monde répondit présent, Michel, Claire, ainsi que Céline et ses enfants. Je veux qu'on parle de vos projets, en toute franchise, amorça Valérie. Sans cachotterie, ni non-dit. Les membres de la famille échangèrent des regards. De quel projet parles-tu? Demanda Claire. Des projets de vente de l'appartement. Céline, tu as l'intention de vendre l'appartement qu'on t'a donné, et non d'y faire des travaux, n'est-ce pas? Céline devint rouge pivoine. Comment es-tu au courant? La source n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que vous m'avez tous menti. Vous m'avez parlé d'un hébergement provisoire, de rénovation, alors qu'en réalité, vous prépariez une vente. Et alors, quel est le problème? Intervint Michel. Céline vend l'appartement, et achète une maison en banlieue. Ce sera bien mieux pour les gamins. Une maison en banlieue, répéta Valérie. Et où va vivre Claire, dans ce cas? Chez vous, s'exclama la belle-mère. Je vous avais bien dit, que je voulais me rapprocher de ma famille. Donc, ce n'est pas provisoire, c'est définitif. Quel est le mal à ça? Insista Michel. Une mère vient vivre chez son fils. Il n'y a rien de plus normal. Valérie les regarda, effarée. Ils ne réalisaient sincèrement pas la gravité de leurs actes. À leurs yeux, c'était dans l'ordre naturel des choses. La mère offre son appartement à l'un de ses enfants, puis, elle s'installe chez l'autre. Très bien, concéda TL. Admettons que je sois d'accord pour que Claire s'installe chez nous définitivement. Mais, dans ce cas, nous devons aborder l'aspect financier. Quel aspect financier? S'assombrit la belle-mère. Les dépenses supplémentaires, l'eau, l'électricité, les courses, les produits du quotidien. Tout cela a un coût. Mais j'ai ma retraite, enfin, s'indigna Claire. Je n'ai aucune intention de vivre à vos crochets. Vos 1200 € de retraite suffiront à peine pour la nourriture, répondit calmement Valérie. Les factures d'énergie vont augmenter, sans compter Internet, le téléphone, les produits d'entretien, la pharmacie. Où veux-tu en venir? Demanda Michel. Je propose qu'on calcule honnêtement les frais, et qu'on définisse qui va payer quoi. La famille se regarda à nouveau. Visiblement, ils n'avaient pas anticipé cette question. On trouvera bien une solution, marmonna vaguement Céline. Quelle solution, précisément? Bah, vu que je vends l'appartement, je pourrais aider maman, un petit peu. Un petit peu, c'est-à-dire combien? Céline hésita longuement. Je pourrais lui donner 500 € par mois. 500 €, plus les 1200 € de retraite, cela faisait 1700 €. Pour un foyer de 3 personnes. Valérie fit un calcul rapide, son salaire était de 3000 €, celui de Michel, de 2500. Avec les dépenses liées à sa belle-mère, le budget familial allait être amputé d'environ 1000 € par mois. D'accord, dit-elle. Mais, combien de temps l'argent de la vente te permettra-t-il de nous aider? Céline bafouilla à nouveau. Oh, au moins pour 2 ans, c'est certain. Et ensuite? Ensuite? On verra bien. Dans la bouche de la belle-sœur, on verra bien, signifiait, ensuite, vous assumerez maman à 100%. Je vois, acquiesça Valérie.
Donc, dans 2 ans, Claire devra se contenter de ses 1200 € de retraite. Mais non, il n'y aura pas que ça, s'insurgea la belle-mère. Mon fils sera là. Il ne va pas abandonner sa propre mère. Voilà. La boucle était bouclée. Le véritable but de la manœuvre était de léguer un bien à l'un des enfants, et d'imposer la charge financière de la mère, à l'autre. Et si Michel n'a pas les moyens de vous aider, demanda Valérie. Si nous rencontrons des difficultés financières? Il n'y aura pas de difficultés, assura Michel, sûr de lui. J'ai un emploi stable, toi aussi. On aura bien de quoi nourrir une personne de plus. Une seule personne, s'étonna Valérie. Claire, selon vous, de quelle somme a besoin une personne âgée, pour vivre décemment? La belle-mère réfléchit un instant. Oh, je dirais bien 2500 € par mois. Pour manger correctement, m'acheter quelques vêtements, et aller au théâtre de temps en temps. 2500 €. Avec sa retraite de 1200 €, il lui manquait donc 1300 € chaque mois. Vous espérez donc que nous vous versions 1300 € par mois? Mais non, Valérie, enfin, s'écria Claire, en agitant les mains. Disons. 800 €, ce serait le maximum. Valérie ouvrit la calculatrice de son téléphone. 2500 moins 1200, ça fait 1300. C'est mathématique, belle maman. Bon, j'ai peut-être vu un peu grand. 2000 €, ça devrait suffire. 2000 moins 1200, ça fait 800 €. La belle-mère ne s'attendait visiblement pas à un tel niveau de précision. D'accord, va pour 2000. Mais ce n'est pas pour toujours. Ma petite Céline va bientôt pouvoir m'aider davantage. Bientôt? C'est-à-dire? Tous les regards se tournèrent vers Céline, qui haussa les épaules. Eh bien, quand les enfants auront grandi. Quand Léo ira à l'école, je pourrai travailler à plein temps. Donc, d'ici 3 ou 4 ans. Valérie fit le calcul en un éclair. 3 ans, à raison de 800 € par mois, cela faisait près de 29 000 €. En ajoutant la hausse des charges, les frais médicaux, et les imprévus, on approchait facilement les 35 000 € sur 3 ans. Pendant ce temps, Céline allait empocher environ 150 000 € de la vente de l'appartement. Si je résume bien, Céline gagne 150 000 €, et nous allons dépenser 35 000 € pour vous entretenir, conclut Valérie. Oh, ne sois pas si vulgaire, fit la belle-mère, avec une moue dégoûtée. Nous parlons de la famille, pas d'argent. Au contraire, on parle bel et bien d'argent. Il s'agit de savoir qui en gagne, et qui en dépense. Valérie, je te trouve bien dure, soudainement, soupira Claire. Tu étais plus douce, avant. Une technique d'évitement classique. À court d'arguments, on attaque sur le terrain des émotions, et de la froideur supposée. Je ne suis pas dure. J'essaie simplement de comprendre dans quoi nous nous embarquons. On ne s'embarque dans rien du tout, s'emporta Michel. On aide juste la famille. On aide la famille, répéta Valérie. Et la famille, comment nous aide-t-elle? La question resta suspendue en l'air. En effet, quelle aide recevait-il? Céline récupérait un appartement à 150 000 €. Claire obtenait le gîte et le couvert. Mais Valérie et Michel, qui gagnaient-ils? Maman nous aidera pour les tâches ménagères, bredouilla Michel. Elle fera à manger, elle fera le ménage. Pour 800 € par mois, une femme de ménage nous coûterait moins cher. Valérie, s'offusqua Claire. Comment oses-tu comparer une mère à une femme de ménage? Et comment peut-on gérer un budget familial, sans prendre en compte les dépenses? La discussion était dans une impasse. Aux yeux de sa belle famille, Valérie passait pour une personne cupide et sans cœur. Mais elle savait pertinemment que si elle acceptait ces conditions, elle finirait par devenir l'unique source de revenus de sa belle-mère. Entendu, dit-elle. J'accepte que Claire vienne vivre ici, mais à une seule condition. Laquelle? Demanda Michel, méfiant. Tous nos accords financiers devront être mis par écrit.
Combien Céline compte-t-elle verser? Pour combien de temps? Que se passera-t-il, si elle cesse ses paiements? Pourquoi s'encombrer de paperasse, fit la belle-mère, en grimaçant. Nous sommes une famille. C'est précisément pour cela qu'il nous faut des papiers. Pour éviter les malentendus. La famille échangea un nouveau regard. L'idée ne semblait guère les enchanter. On va y réfléchir, déclara Michel. Réfléchissez. Et en attendant, Claire peut très bien rester dans son appartement. Mais il a déjà été donné, s'écria Céline. Donné, oui, mais pas encore vendu. Tant qu'il n'est pas vendu, elle peut très bien y habiter. Après le départ des invités, Michel était d'une humeur noire. Tu as été beaucoup trop loin, lui reprocha-t-il. Sur quel point, exactement? Avec tes calculs d'épicier, et tes exigences. Ma mère nous demande de l'aide, et toi, tu sors ta calculatrice. Et comment veux-tu que j'organise nos finances, autrement? Je n'en sais rien, mais avec un peu plus d'humanité. Valérie regarda son mari, et comprit qu'il était sincèrement convaincu de son tort. Pour lui, l'aide familiale ne devait avoir ni limite, ni condition. Si une mère demande quelque chose, son fils doit s'exécuter, sans poser de questions. Michel, je ne suis pas contre l'idée d'aider ta mère. Mais, je refuse qu'on me mette devant le fait accompli, et qu'on exige mon approbation aveugle. Personne n'exige rien, on espère juste un peu de compréhension de ta part. La compréhension, c'est une chose. Financer l'hébergement de ta mère avec mon salaire, c'en est une autre. Avec ton salaire, s'indigna Michel. Et moi, je compte pour du beurre? Toi, tu es le mari qui prend des décisions sur notre budget, sans même consulter sa femme. La dispute aurait pu durer jusqu'au petit matin, mais Valérie était épuisée. Les révélations des derniers jours étaient lourdes à porter. Il lui fallait du temps, pour digérer tout ça. Dès le lendemain matin, la situation prit une nouvelle tournure. Claire téléphona très tôt. Sa voix était agitée. Valérie, ma chérie, je peux passer vous voir aujourd'hui? J'ai quelque chose d'important à vous dire. Bien sûr, venez. La belle-mère débarqua 1 heure plus tard, traînant un énorme sac de voyage, et affichant un air déterminé. Valérie, j'ai décidé de ne plus attendre. J'emménage chez vous, dès aujourd'hui. Comment ça, dès aujourd'hui? À quoi bon faire durer le plaisir? Ma petite Céline m'a prévenu, les acheteurs viennent visiter l'appartement demain. Je n'ai plus rien à y faire. Valérie eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ainsi, pendant qu'elle réclamait des garanties écrites, sa belle famille avait tout simplement décidé de passer en force. Belle maman, mais nous n'avions encore rien décidé de façon définitive. Que veux-tu qu'on décide de plus? Je viens vivre chez mon fils, c'est dans l'ordre des choses. N'importe quelle mère rêverait d'avoir une telle relation avec ses enfants. La belle-mère entra dans le salon, et commença à déballer ses affaires, comme si son emménagement était déjà acté. Elle sortit des chaussons, un peignoir, et quelques livres. Et le reste de vos affaires, demanda Valérie. Céline me les apportera demain. Je lui ai fait une liste. Tout avait été orchestré, sans que Valérie n'ait son mot à dire. Mieux encore, son opinion n'intéressait personne. Le soir, quand Michel rentra du travail, sa mère avait déjà pris possession des lieux, elle s'affairait dans la cuisine pour préparer le dîner, avait réaménagé le salon à sa convenance, et accroché ses propres serviettes dans la salle de bain. « Ah, te voilà, mon fils » l'accueillit Claire, rayonnante. « Désormais, nous allons vivre tous ensemble, comme une vraie famille. » Michel jeta un coup d'œil à Valérie. Dans ses yeux, il put lire une question muette. « Et ça aussi, vous l'avez décidé sans moi? » Maman, tu ne penses pas qu'il aurait fallu attendre encore un peu? Attendre quoi? Céline m'a dit que les acheteurs passaient demain. Ils proposent un très bon prix, mais l'appartement doit être vide. Et pour les papiers, vous avez géré ça? Demanda Valérie. Quels papiers? Ceux dont nous parlions hier.
L'accord écrit avec Céline. Claire balaya la question d'un geste de la main. Oh, à quoi bon s'embarrasser avec de la paperasse? Ma petite Céline m'a promis de m'aider, donc elle m'aidera. Elle ne laissera jamais tomber sa propre mère. Valérie comprit, il n'y aurait jamais de papier. Et encore moins de garantie. Seulement des promesses en l'air, qu'on pourrait renier à tout moment. Et si elle ne vous aide pas? Mais si, elle le fera, s'exclama la belle-mère. Vous, les jeunes, vous vous compliquez trop la vie. Nous, l'ancienne génération, on se faisait confiance, et on vivait très bien comme ça. L'ancienne génération. Valérie pensa à ses propres parents. Ils ne lui avaient jamais demandé d'engagement écrit, mais ils n'avaient jamais, non plus, fait reposer leurs problèmes sur les épaules des autres. Pendant le dîner, Claire était d'une humeur exubérante. Elle détailla ses plans, expliqua comment elle allait prendre en charge les tâches ménagères. C'était merveilleux d'avoir enfin une vraie vie de famille, à la maison. Vous savez quoi, les enfants, lança-t-elle, en servant le thé. J'ai réfléchi. Peut-être que 2000 € par mois, ce n'est pas tout à fait suffisant. Il me faudrait un peu plus. Valérie manqua de s'étouffer avec son thé. Un peu plus? Belle maman, hier on parlait de 2000 €. Je sais, gloussa la belle-mère. Mais après coup, je me suis dit, quelle vie je vais mener avec ça? Je ne suis pas une mendiante, tout de même. J'ai envie d'aller au théâtre, de m'acheter de jolis vêtements, des cosmétiques de bonne qualité. Et puis, il y a les médecins, les médicaments non remboursés. En fin de compte, 5000 € par mois, c'est le strict minimum pour qu'une personne de mon âge puisse vivre dignement. 5000 € par mois. Avec sa retraite de 1200 €, il fallait donc combler un trou de 3800 € chaque mois. Soit bien plus que le salaire de Michel. Belle maman, mais c'est une somme astronomique. Oh, Valérie, tu passes ton temps à faire des calculs, grimaça la belle-mère. L'argent, ça va, ça vient. La famille, elle, est éternelle. La famille est éternelle, à condition de ne pas la faire imploser avec des problèmes d'argent. Quel problème? Michel a une bonne situation, toi aussi. Vous êtes jeune, en pleine forme, vous en gagnerez d'autres. Le raisonnement était basique, tant que les enfants sont en capacité de travailler, ils ont l'obligation d'offrir à leurs parents le train de vie auquel ils sont habitués. Mais, à quoi Claire avait-elle pris goût, après avoir touché les 150 000 € de la vente de l'appartement? Et Céline, va-t-elle participer à ces 5000 €? Bien sûr. Elle a promis de me verser 1500 € par mois. 1500 € de Céline, plus 1200 € de retraite, on arrivait à 2700 €. Il restait donc 2300 € à la charge de Valérie et Michel, chaque mois. Donc, nous devons payer 2300 € de notre poche? Pourquoi utiliser le mot « devoir » se vexa Claire. Si vous voulez compléter, vous le faites. Sinon, c'est votre problème. Je ne vous force à rien. Elle ne les forçait à rien, mais elle s'était déjà installée chez eux, et exigeait un train de vie de 5000 € par mois. Une drôle de définition de la liberté. Valérie regarda Michel. Il mangeait en silence, et n'avait visiblement aucune intention de contredire sa mère. Michel, qu'est-ce que tu penses de ce montant? Je pense que maman a le droit de vivre décemment, répondit-il, sans lever les yeux de son assiette. Et tu ne trouves pas que 2300 € par mois, c'est un peu excessif? Quand il s'agit de sa propre mère, on ne compte pas. Valérie comprit que toute discussion était inutile. Michel s'était rangé du côté de sa mère, comme il l'avait toujours fait. Et elle endossait le rôle de la belle-fille cupide, qui compte ses centimes. Très bien, lâcha-t-elle. Mais, je veux savoir exactement pour combien de temps Céline s'engage à payer ses 1500 €. Quelle importance, fit Claire, en balayant l'air de la main. Elle paiera le temps qu'elle pourra, un point c'est tout. L'importance est capitale. Si elle paie pendant 1 an, c'est un scénario. Si elle paie pendant 5 ans, c'en est un autre. Oh, Valérie,
Pourquoi vouloir toujours tout prévoir? L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. L'expression favorite de ceux qui fuient leurs responsabilités. Céline allait payer, tant qu'il lui resterait l'argent de la vente, et ensuite, l'avenir nous le dira. Dès le lendemain, Céline apporta effectivement les affaires de sa mère. 2 énormes sacs de vêtements, des cartons de vaisselle, des médicaments, et des livres. En l'espace d'une journée, l'appartement de Valérie s'était transformé en colocation. Et voilà, Valérie, lança joyeusement Céline, en rangeant les boîtes de pilules dans la salle de bain. Maman est entre de bonnes mains maintenant. Je suis rassurée de la savoir choyer. Choyer. Pas, nous la choyons, ou, la famille la choix. Non, quelqu'un d'autre s'en chargeait, mais certainement pas elle. L'appartement est vendu, demanda Valérie. Pas encore, mais les acheteurs sont très motivés. On signe le compromis demain, et on touche l'argent très vite. 150 000 €. Avec cette somme, elle pouvait acheter une belle maison de ville en périphérie, comme elle l'avait prévu, ou bien placer l'argent à la banque, et vivre sur les intérêts sans travailler. Tu es absolument sûre de pouvoir aider ta mère? Bien sûr, assura Céline avec aplomb. Je m'y suis engagée, 1 500 € par mois. Pour combien de temps? Céline hésita. Eh bien, pour un bon moment. Au moins 2 ans, ça c'est sûr. 2 ans, à raison de 1 500 € par mois, cela faisait 36 000 €. Sur les 150 000 € de la vente. Le reste, elle comptait bien le dépenser pour elle-même. Et que se passera-t-il, si tu n'as plus d'argent, d'ici 2 ans? J'en aurai, promit Céline. Je ne vais pas tout flamber, je vais en placer une partie. Quelle partie, exactement? Autour de 25 000 €. Ça me laissera une bonne marge de manœuvre. 25 000 €, placés à 5%, cela rapporte 1 250 € par an, soit un peu plus de 100 € par mois. Une générosité bouleversante, envers sa propre mère. Donc, dans 2 ans, tu ne pourras aider ta mère qu'à hauteur de 100 € par mois, maximum? Peut-être que j'aurai trouvé un meilleur emploi d'ici là. Ou bien Léo aura grandi, il pourra gagner son propre argent. Léo avait 8 ans. Il lui restait 10 ans avant d'être majeur. Bâtir un budget familial sur de telles perspectives était, pour le moins, fantaisiste. Valérie avait compris, Céline comptait aider sa mère pendant 2 ans, au grand maximum. Ensuite, tout le fardeau financier reposerait sur les épaules de Valérie, et de Michel. Le soir, elle décida d'avoir une nouvelle conversation avec son mari. Michel, as-tu vraiment conscience de la situation dans laquelle nous nous trouvons? Quelle situation? On donne un coup de main à ma mère. Il n'y a rien d'extraordinaire. Un coup de main, à hauteur de 2 300 € par mois. Avec nos salaires actuels, c'est presque la moitié de notre budget qui part en fumée. Et alors? On ne peut pas vivre avec le reste? Si, à condition de faire une croix sur nos vacances, d'oublier tout projet d'achat important, et de tirer un trait sur notre propre retraite. Tu recommences, Valérie. Ma mère nous appelle à l'aide, et toi, tu me parles de plan d'épargne. Et comment veux-tu que j'organise la vie de cette famille? Je n'en sais rien, mais on devrait réagir humainement. Humainement, dans le langage de Michel, cela signifiait qu'il ne fallait pas parler d'argent, quand il s'agissait de la famille. Il fallait donner ce qu'on demandait, sans poser de questions dérangeantes. D'accord, reprit Valérie. Et si, l'année prochaine, ta mère ne se contente plus de 5 000 €, mais en exige 7 000? On lui donnera aussi humainement. Pourquoi voudrait-elle plus? Parce qu'en l'espace d'une semaine, elle est passée de 2 000 à 5 000 €, sans sourciller. Michel marqua un temps d'arrêt. C'était vrai, les exigences de sa mère semblaient grimper de jour en jour. Si ça arrive, on lui dira qu'on ne peut pas suivre. Et elle nous traitera d'égoïstes et de monstres sans cœur, et, de son point de vue, elle aura raison. Alors, quelle est ta solution? Ma solution,
c'est de fixer des règles claires dès le départ, et de les coucher sur papier. Encore tes papiers? Ce ne sont pas de simples papiers, ce sont des garanties pour tout le monde. Michel resta silencieux, pesant le pour et le contre. Tu sais quoi, Valérie? On va essayer de fonctionner comme ça, pendant 1 mois. Si on n'y arrive pas, alors on avisera. 1 mois. Valérie savait pertinemment que dans 1 mois, il serait beaucoup plus difficile de faire marche arrière. Claire se serait habituée à un certain niveau de vie, et toute tentative pour le réduire serait perçue comme une trahison. Mais elle n'avait pas le choix. La famille de son mari avait pris sa décision, et commencé à la mettre en œuvre. Pour Valérie, les options se résumaient à se soumettre, ou à déclencher une guerre ouverte. Pour l'heure, elle optait pour la soumission, tout en sachant pertinemment que ce choix la mènerait droit dans le mur. Le premier mois de cohabitation avec Claire s'écoula dans une atmosphère de courtoisie tendue. La belle-mère s'évertuait à jouer l'effet du logis, elle préparait le petit déjeuner, faisait le ménage, s'occupait des courses. Valérie n'était pas dupe, c'était une manière de prouver son utilité, de légitimer sa présence dans l'appartement. Cependant, au bout de 2 semaines, les premiers signaux d'alerte firent leur apparition. Claire commença par critiquer la qualité de la nourriture du supermarché du coin, en soulignant que les bons produits coûtaient inévitablement plus cher. Ensuite, elle se plaignit du froid dans l'appartement, ce qui les obligea à investir dans un radiateur d'appoint. Plus tard, elle affirma que ses anciens médicaments n'étaient plus efficaces, et que son nouveau traitement revenait beaucoup plus cher. Prise isolément, chaque demande paraissait justifiée et raisonnable. Mais, mise bout à bout, elle constituait un gouffre financier grandissant, qui engloutissait inexorablement le budget du ménage. Valérie tenait un registre méticuleux, consignant chaque euro dépensé pour sa belle-mère. À la fin du mois, la facture s'élevait à 3 000 €. Avec les 1 500 € promis par Céline, il restait donc 1 500 € à leur charge. Or, si Céline avait bien fait son virement à la date convenue, le montant n'était pas de 1 500 €, mais de 1 000 €. Lorsqu'on lui posa la question, elle expliqua qu'elle avait dû acheter des vêtements pour la rentrée scolaire de ses enfants, et qu'elle ne pouvait pas donner plus, pour le moment. Elle jurait de rattraper son retard, le mois suivant. Face à cette baisse de régime de la part de sa fille, Claire adopta une attitude très philosophe, l'argent n'était que du matériel, la famille primait avant tout. Et la famille, comme chacun sait, se doit d'être solidaire dans l'adversité. L'insinuation était limpide, puisque Céline donnait moins, c'était à Valérie et Michel de mettre la main à la poche, pour compenser. Le 2e mois, les choses empirèrent. Les crises de sciatique de Claire s'aggravèrent, nécessitant des soins et des traitements coûteux. Un banal rhume fut l'occasion pour elle d'exiger des médicaments importés, vendus 3 fois le prix des génériques français. Puis, son vieux téléphone portable rendit l'âme, et il fallut lui en acheter un neuf. Les dépenses de ce 2e mois atteignirent la somme de 3 500 €. De son côté, Céline ne versa que 800 €, prétextant que son mari avait perçu un salaire amputé. Elle promettait de régler ses dettes, dès que leur situation s'améliorerait. Valérie cernait désormais la mécanique, chaque mois, l'aide financière de Céline se réduirait comme peau de chagrin, tandis que les dépenses liées à sa mère montraient en flèche. D'ici 6 mois, la belle-sœur ne verserait plus qu'une obole symbolique, et l'intégralité du fardeau pèserait sur Valérie et Michel. Au milieu du 3e mois, un événement inattendu vint éclairer la situation d'un jour nouveau. Dans la salle d'attente d'une clinique, Valérie tomba nez à nez avec Martine, l'ancienne voisine de Claire. Ravie de cette rencontre, la vieille dame se mit aussitôt à débiter les derniers potins de son quartier. Valérie apprit ainsi que l'appartement de sa belle-mère avait été vendu. Les nouveaux propriétaires avaient emménagé 2 semaines plus tôt. Quant à Céline et sa famille, ils s'étaient installés dans une vaste maison, avec jardin et garage, à la périphérie de la ville. En écoutant les récits de Martine, Valérie sentit son sang se glacer. La transaction avait donc été conclue, il y a bien longtemps. Céline avait encaissé ses 150 000 € et coulait des jours heureux dans sa nouvelle demeure. Pendant tout ce temps, Claire avait fait semblant d'ignorer que la vente était finalisée.
Le soir même, elle décida d'obtenir des explications. Lorsqu'on l'interrogea sur la vente, Claire prit un air faussement interloqué. Quelle vente? Elle n'était au courant de rien. Peut-être que sa petite Céline s'occupait de certaines démarches, mais elle n'en informait pas sa mère. Le mensonge était si gros, que Valérie ne prit même pas la peine d'insister. Au lieu de cela, elle appela directement l'agence immobilière. Pierre Leblanc lui confirma la nouvelle, la vente était actée depuis 3 semaines. Les papiers étaient signés, les clés remises, et sa commission payée. La conclusion s'imposait d'elle-même, tous les membres du complot familial étaient au courant de la vente, mais ils avaient délibérément caché l'information à Valérie. Dans quel but? La réponse sautait aux yeux, pour sauver les apparences, et ne pas passer pour des monstres de cynisme. Tant que l'appartement n'était pas officiellement vendu, on pouvait encore prétendre qu'il s'agissait d'une solution d'hébergement temporaire. Dès le lendemain, Valérie prit sa voiture et se rendit chez Céline. Elle avait obtenu l'adresse par Martine, qui se faisait un devoir de tout savoir sur tout le monde. La maison s'avéra être une imposante bâtisse à 2 étages, entourée d'un jardin soigneusement aménagé. Dans l'allée, stationnaient 2 véhicules, la vieille voiture de Céline et un SUV flambant neuf. À l'évidence, une bonne partie du fruit de la vente avait servi à améliorer le confort de la famille. Céline l'accueillit avec une froideur polie. Il était manifeste que la visite de sa belle-sœur ne l'enchantait guère. Valérie ne prit pas de gants et lui demanda de but en blanc pourquoi elle avait dissimulé la vente de l'appartement et son emménagement dans cette nouvelle maison. La réponse fut conforme à ses attentes. Céline n'avait rien dissimulé du tout, elle n'estimait simplement pas nécessaire de rendre des comptes sur ses moindres faits et gestes. L'appartement était vendu, la famille avait déménagé, sa mère était logée. En quoi cela posait-il problème? Valérie l'interrogea alors, sur le montant exact de la vente. Céline lâcha le chiffre de 140 000 €. Une coquette somme, largement suffisante pour s'assurer un train de vie confortable, pendant de nombreuses années. Alors, pourquoi la pension versée à sa mère diminuait-elle, mois après mois? Céline se justifia, l'argent filait à toute vitesse dans l'aménagement de la maison, dans l'éducation des enfants, et dans la constitution d'une épargne de précaution. Bien sûr, sa mère passait avant tout, mais elle avait aussi sa propre famille à faire vivre. Valérie lui posa alors la question cruciale, pendant combien de temps, et à quelle hauteur, comptait-elle soutenir financièrement sa mère? La réponse de sa belle-sœur mit un point final à ses illusions. Céline prévoyait de lui verser de l'argent pendant encore 6 mois, tout en diminuant progressivement les montants. D'ici l'été prochain, elle comptait couper définitivement les vivres. Elle avait sa propre famille, ses propres projets, et sa mère n'aurait qu'à se débrouiller avec sa retraite et l'aide de son fils. Sur le trajet du retour, Valérie prit la pleine mesure de la situation, elle avait été manipulée de bout en bout. Toute cette machination familiale n'avait qu'un seul objectif, transférer la charge financière de Claire, d'un enfant à l'autre. Céline avait raflé 150 000 € et s'était libérée de toutes ses obligations filiales. Michel se retrouvait avec sa mère à charge complète. Et Valérie, dans tout ça? Elle écopait d'une charge mensuelle de plusieurs milliers d'euros, d'une étrangère dans son salon, et de la perspective de devoir entretenir sa belle-mère, jusqu'à la fin de ses jours. Ce soir-là, elle prit sa décision, c'était terminé. Elle refusait de continuer à jouer selon leurs règles. Michel rentra à l'heure habituelle. Claire, égale à elle-même, s'affairait dans la cuisine pour le dîner. Valérie attendit qu'ils soient tous réunis autour de la table. Elle sortit alors sa calculatrice, et une feuille bardée de chiffres. Sur les 3 derniers mois, les frais supplémentaires engendrés par la présence de Claire s'élevaient à 10 500 €. La participation de Céline, pour la même période, plafonnait à 2 800 €. Le reste à charge pour leur foyer s'élevait donc à 7 700 €. Claire écouta l'énumération de ces chiffres, en pinçant les lèvres, encore ces histoires de comptabilité, encore ces calculs mesquins. On ne pouvait tout de même pas résumer la vie à des questions d'argent. Valérie rétorqua calmement qu'elle comptait bien continuer à tout chiffrer, car leur budget n'était pas extensible à l'infini.
Et, étant donné que l'aide de Céline fondait comme neige au soleil, tandis que les dépenses s'envolaient, il était grand temps de prendre des mesures radicales. Quelles mesures demanda la belle-mère, sur la défensive. Valérie lui soumit 3 options. Première option, Claire retournait vivre dans son appartement. Deuxième option, son budget mensuel était strictement limité à sa retraite, plus une rallonge de 500 €. Troisième option, chaque centime dépensé serait justifié par des reçus, et Céline devrait rembourser la moitié du reste à charge. Claire s'insurgea immédiatement. Comment ça, retourner dans son appartement? L'appartement était vendu. Comment vivre avec une rallonge de 500 €? C'était tout juste suffisant pour nourrir un chat. Quant à sa petite Céline, c'était une jeune mère de famille, elle avait déjà bien assez de soucis comme ça. Donc, l'appartement est bel et bien vendu. Valérie nota cet aveu, avec un certain intérêt. Cela prouvait que Claire était parfaitement au fait de la situation, mais qu'elle avait préféré jouer la carte du silence. Michel vola au secours de sa mère. Il était hors de question de poser des ultimatums à sa propre famille. Ces histoires devaient se régler pacifiquement, en famille. Se régler en famille, comment? Valérie lui demanda s'il trouvait très « familial » de faire don de son appartement, sans en toucher un mot à sa belle-fille. Était-ce une décision, familiale, de s'incruster chez son fils, sans avoir discuté des conditions au préalable? Michel resta sans voix. Sur le papier, Valérie avait 100 fois raison, mais, il s'agissait de sa mère, et de la solidarité envers un proche. La solidarité familiale, c'est très beau, admit Valérie. À condition qu'elle soit volontaire, et adaptée à nos moyens, et non pas imposée de force, au risque de nous ruiner. Le débat menaçait de s'éterniser jusqu'au bout de la nuit. Claire laissait échapper de petits sanglots, déplorant l'égoïsme de la jeunesse actuelle. Michel s'efforçait de trouver un terrain d'entente, qui satisferait tout le monde. Valérie, inébranlable, démontrait par A plus B, que le système actuel était financièrement intenable. Finalement, ils s'accordèrent sur une période d'essai d'1 mois. Le budget alloué à Claire ne devait sous aucun prétexte dépasser 2 000 € par mois. Tout dépassement devrait être financé par sa retraite, ou par l'aide de Céline. Claire accepta du bout des lèvres, 2 000 €, c'était une misère pour vivre convenablement, mais que pouvait-elle y faire, face à une belle-fille aussi rapiate? La période d'essai commença par une crise. Dès le lendemain, Claire annonça que vivre avec 2 000 € par mois lui était insupportable. Il lui fallait ses traitements onéreux, sa nourriture de qualité, ses produits de beauté haut de gamme. Avec 2 000 €, on survivait, on ne vivait pas. Valérie lui proposa une alternative, elle n'avait qu'à vivre avec ses 1 200 € de retraite, et ce que sa fille voudrait bien lui donner. Elle s'adapterait en fonction. Mais, puisque Céline ne lui versait plus que 800 €. Avec 2 000 € au total, c'était impossible de garder sa dignité. Alors, exigez davantage de Céline, répliqua Valérie, implacable. Elle vient d'empocher 150 000 €, grâce à la vente de votre appartement. Claire se lança alors dans une longue plaidoirie, Céline avait de grands projets pour cet argent. Il fallait terminer les travaux de la maison, assurer l'avenir des petits, se constituer une sécurité financière. On ne pouvait pas exiger l'impossible d'une jeune mère de famille. Et de Michel et moi, on peut l'exiger? Pourquoi Céline est-elle dispensée de vous aider, et pas nous? Le silence se fit lourd. Aucune réponse ne venait justifier pourquoi l'enfant qui avait touché le pactole était déchargé de ses devoirs, tandis que celui qui n'avait rien eu devait en assumer le prix. L'ambiance se dégradait de jour en jour. Claire se mit à faire des économies de bout de chandelle, de manière ostentatoire, elle n'achetait que des produits premier prix, refusait de prendre ses médicaments, portait de vieilles nippes, et poussait de longs soupirs, pour souligner la précarité de sa situation. Michel était tiraillé entre son épouse et sa mère. D'un côté, la logique financière de Valérie était implacable. De l'autre, il avait le cœur brisé, de voir sa mère se priver de l'essentiel. Au bout de 15 jours, il craqua et suggéra de rehausser le budget de sa mère, à 3 000 € par mois. Après tout, 1 000 € de plus, ce n'était pas la mer à boire.
Valérie accepta, mais posa un ultimatum, 3 000 euros, et pas un centime de plus. Aucune rallonge ne serait tolérée. Claire interpréta cette concession comme une éclatante victoire. Elle avait tenu bon, et finit par faire plier sa belle-fille. Son moral remonta en flèche, mais l'embellie fut de courte durée. Un mois plus tard, les jérémiades recommençaient de plus belle. 3 000 euros, c'était certes mieux que 2 000, mais ça restait très juste pour vivre décemment. L'idéal, ce serait de monter à 4 000 euros, là, elle pourrait enfin respirer. Valérie opposa une fin de non-recevoir absolue à cette nouvelle demande d'augmentation. 3 000 euros, plus sa retraite, cela faisait 4 200 euros par mois. C'était plus qu'il n'en fallait, pour assurer un excellent niveau de vie à une retraitée. Dès lors, Claire changea de tactique, et se plaignit d'être maltraitée, sa belle-fille comptait ses sous, l'empêchait de vivre en paix, et fliquait la moindre de ses dépenses. Ce n'était plus une vie, c'était de la surveillance carcérale. Michel tenta une énième médiation, pourquoi ne pas relâcher un peu la pression sur les dépenses de sa mère? Laisser la vieille dame vivre comme elle l'entend, et combler les trous quand c'était nécessaire. Valérie comprit alors, son mari était prêt à capituler sur toute la ligne, pour acheter la paix sociale avec sa mère. Ce qui signifiait, revenir à la case départ, un accès illimité au budget du couple. Elle prit alors sa décision finale. Fini de jouer, fini les compromis bancals. Il était temps de crever l'abcès. Elle attendit le week-end, un jour où tout le monde était présent. Claire, fidèle à elle-même, gémissait sur son manque de moyens, et élaborait des stratégies pour obtenir une rallonge. Michel hochait la tête, en promettant de scruter leurs finances, pour voir ce qui était faisable. Valérie écouta leur jérémiade jusqu'au bout, puis, plongeant son regard dans celui de sa belle-mère, elle déclara d'une voix calme. « Belle maman, vous avez une pension de retraite, alors, contentez-vous de vivre avec ça maintenant. » La phrase résonna comme une sentence. Claire resta pétrifiée, la bouche grande ouverte, n'en croyant pas ses oreilles. Valérie poursuivit, sans ciller. « Vous avez fait don de votre appartement à votre fille, et vous avez décidé de venir vivre chez moi, à mes frais. Eh bien, ce système a fait son temps. La boutique est fermée. » La belle-mère tenta de se défendre. Quelle façon honteuse de s'adresser à une personne âgée. Elle n'avait pas choisi de se retrouver à la rue, de son plein gré. Sa petite Céline lui avait imploré de l'aide pour ses enfants, et une mère ne pouvait pas refuser ça. Céline a pleurniché, et sa mère lui a offert un appartement de 150 000 euros, sur un plateau d'argent. Magnifique cadeau. Et bien maintenant, c'est à cette même Céline de prendre soin de sa mère. Mais Céline a sa propre vie de famille, et des charges à payer. Elle ne peut pas entretenir à la fois ses enfants et sa mère. Ah, bon. Et Michel et moi, on peut? Nous n'avons pas de famille, ni de charges, c'est ça? Claire fondit en larmes. Elle n'aurait jamais imaginé une telle dureté, de la part de sa belle-fille. Elle s'attendait à être accueillie à bras ouverts, à être choyée, et voilà qu'on la traitait comme un fardeau. Valérie resta de marbre. Personne ne vous considère comme un fardeau, mais notre famille n'a pas à vous prendre en charge. Vous touchez une retraite, vivez donc avec. Et puisque votre fille vient de s'enrichir de 150 000 euros, qu'elle prenne le relais. Michel voulut prendre la défense de sa mère, mais Valérie le fit taire d'un geste. Arrêtons cette mascarade. Il est temps d'appeler un chat, un chat. Votre famille a monté une véritable opération, pour refiler la pension de votre mère, d'un enfant à l'autre. Désolé, mais l'opération a échoué. Claire octait, se lamentant sur l'ingratitude des enfants. Elle avait trimé toute sa vie, élevé ses petits, et aujourd'hui, on la jetait comme une malpropre. Valérie coupa court à la scène. Si Claire avait trimé toute sa vie pour élever ses enfants, l'un d'entre eux venait tout juste d'encaisser sa part, à hauteur de 150 000 euros. C'était à cet enfant-là de faire preuve de gratitude, désormais. La dispute fit rage pendant des heures. Claire pleurait à chaudes larmes, accusant sa belle-fille d'être un monstre d'insensibilité. Michel tentait vainement de calmer le jeu, et de trouver une issue qui ménagerait les susceptibilités de chacun. Valérie,
implacables, démontaient un par un les rouages de leur escroquerie financière. Finalement, un ultimatum fut acté, Claire pouvait rester vivre sous leur toit pendant encore un mois, mais son budget mensuel était plafonné à 1 500 €. Elle avait 30 jours pour trouver une autre solution d'hébergement. Où une retraitée pourrait-elle se loger, avec 1 500 € par mois? Valérie lui conseilla de se tourner vers Céline. Cette dernière possédait une grande maison, et des moyens financiers confortables, pour aménager une chambre à sa mère. Mais, Céline a des enfants. Elle a besoin d'espace pour sa famille. Et, Michel et moi, nous n'avons pas de projet d'enfant, peut-être. Nous n'avons pas besoin d'espace? Une fois de plus, la question resta sans réponse. Les semaines qui suivirent furent pesantes. Claire préparait ses affaires de manière ostentatoire, passait des coups de fil à ses connaissances pour trouver un logement, tout en poussant des soupirs à fendre l'âme, sur son sort tragique. Valérie restait hermétique à ce chantage affectif. Sa décision était arrêtée, et rien ne la ferait fléchir. Michel tenta bien d'amadouer sa femme, mais en vain. Valérie ne céda pas d'un pouce, un mois, et pas un jour de plus. Ensuite, chacun devrait assumer ses propres dépenses. Une semaine avant la fin du délai, un incident vint sceller l'issue de cette histoire. Claire appela son fils sur son lieu de travail, et lui fit une crise monumentale. Elle pleurait, se plaignait de sa belle-fille, et exigeait qu'il prenne la défense de sa propre mère. Pourquoi refusait-il de lui virer les 5 000 € promis, pour vivre dignement? Comment pouvait-il laisser sa femme martyriser une personne de son âge? Michel écouta le torrent de larmes maternelles, et, à la surprise générale, y compris la sienne, il répondit de manière sèche et catégorique. Il déclara qu'il avait longuement soutenu sa famille, qu'il y avait investi son temps et son argent, pour ne récolter en retour que du mépris et des tentatives de manipulation. Par conséquent, la boutique était bel et bien fermée. Il suggéra à sa mère d'aller pleurer chez la fille à qui elle avait fait un chèque de 150 000 €. Claire fut tellement sidérée par la violence de la réponse, qu'elle en perdit la voix. Elle qui s'attendait à trouver du réconfort, de la pitié, et des promesses d'arrangement, elle venait de se prendre un refus cinglant, en pleine figure. À compter de ce jour, la belle-mère se mura dans le silence, elle cessa de se plaindre, d'échafauder des plans, et de réclamer de l'argent. Elle se contenta de faire ses valises, sans dire un mot. 2 jours plus tard, elle prit la direction de chez Céline, sans un adieu, sans un mot sur un éventuel retour. Elle ramassa ses bagages, et s'évapora purement et simplement de leur existence. Valérie pensa qu'il s'agissait d'une brouille passagère. Claire allait vivre un temps chez sa fille, réaliser la différence de traitement, et revenir, prête à faire des concessions. Mais, les jours passèrent, et la belle-mère ne donna plus aucun signe de vie. Pas un appel, pas un message, pas même une question sur la santé de son fils. Le silence radio absolu. Michel, de son côté, ne fit pas non plus le premier pas. Il ne chercha pas à la joindre, n'alla pas la voir, et ne s'enquit pas de son état de santé. Il se comportait, comme si ce problème n'avait jamais existé. Au bout d'un mois, Valérie, n'y tenant plus, lui demanda s'il ne s'inquiétait pas pour sa mère. Michel répondit avec une indifférence glaçante. « Ma mère est une adulte, elle prend ses propres décisions. Si elle veut revenir, elle reviendra. Si elle ne veut pas, c'est son droit. » Ce détachement parut suspect à Valérie. Un mois auparavant, son mari était prêt à se sacrifier pour le bien-être de sa mère, et aujourd'hui, il affichait un désintérêt total pour son sort. 2 mois plus tard, la confirmation tomba, Claire ne reviendrait pas. Elle avait pris ses quartiers dans la maison de sa fille, et semblait s'y être installée définitivement. Valérie tenta d'obtenir quelques détails auprès de Michel, mais il l'esquiva. Qu'est-ce que ça peut faire, où vit ma mère? L'important, c'est que le problème soit réglé. Le problème est réglé. Soudain, Valérie mit le doigt sur ce qui la dérangeait profondément dans l'attitude de son mari. Il avait tourné la page beaucoup trop facilement, oubliant en un claquement de doigts, son devoir filial, et les sacro-saintes valeurs de la famille. Autrement dit, tant qu'il était possible de faire financer l'hébergement de sa mère par sa femme, Michel était le fer de lance des intérêts familiaux.
Mais, lorsque cette opportunité s'était évanouie, il avait abandonné sa mère avec la même facilité qu'il avait balayé l'opinion de sa femme, par le passé. Cette prise de conscience fut un véritable choc, pour Valérie. En 12 ans de mariage, elle avait cru partager sa vie avec un homme de principe, prêt à défendre son clan envers et contre tous. Elle découvrait aujourd'hui qu'il n'était qu'un opportuniste, capable de s'adapter aux circonstances, et d'adopter la posture qui l'arrangeait le plus. Lorsque sa mère avait besoin d'aide, et que sa femme pouvait payer l'addition, il se tenait aux côtés de sa mère. Lorsque sa femme avait fermé le robinet, et qu'aucune autre solution ne s'offrait à lui, il avait retourné sa veste, sans l'ombre d'un scrupule. Les valeurs morales n'avaient rien à voir là-dedans. Seul comptait l'intérêt personnel et le profit. Valérie se mit à rejouer le film de leur vie commune. Combien de fois son mari avait-il changé son fusil d'épaule, au gré du vent? Combien de fois avait-il dit ce qu'on attendait de lui, pour se faciliter la tâche? Les souvenirs s'emboîtaient, pour former un tableau peu reluisant. Michel n'avait, en réalité, aucune conviction profonde. Il choisissait systématiquement la voie de la moindre résistance, celle qui lui assurait le maximum de confort. Avec sa mère, il jouait le fils prodigue, tant que cela ne lui coûtait rien. Avec sa femme, il jouait le mari aimant, tant que cet amour ne contrariait pas ses intérêts. Avec ses collègues, il était le pote fiable, tant que cette fiabilité ne lui attirait pas d'ennui. Valérie réalisait qu'elle avait partagé sa vie pendant 12 ans, avec un inconnu. Michel ne lui avait montré que les facettes de sa personnalité qui étaient susceptibles de lui plaire. Son vrai visage, il se le cachait, même à lui-même. Cette révélation fut si douloureuse, que Valérie mit plusieurs jours à l'assimiler. Comment avait-elle pu s'aveugler, pendant tout ce temps? Comment avait-elle pu ignorer la véritable nature de la personne qui partageait son lit? Mais, la souffrance céda peu à peu la place à une cruelle lucidité. Valérie recouvrait la vue, après de longues années de cécité. Elle voyait désormais Michel tel qu'il était, un homme sans consistance, prêt à trahir n'importe quelle cause, pour préserver sa petite tranquillité. S'il avait été capable de rayer de sa vie une mère qu'il disait chérir, qu'est-ce qui l'empêcherait de se débarrasser de sa femme, le jour où elle deviendrait gênante? Qu'est-ce qui le retiendrait de briser n'importe quel lien, s'il devait y laisser des plumes? Valérie entreprit de réexaminer leur mariage, sous cet angle nouveau. Combien de décisions cruciales Michel avait-il prises, sans jamais la concerter? Combien de fois l'avait-il mise devant le fait accompli, pour ensuite draper ses actes, dans l'excuse de « l'intérêt de la famille ». L'affaire de la mère n'était pas un accident de parcours, c'était le point culminant de tout un système. Simplement, jusqu'à présent, Valérie n'y prêtait pas attention, mettant cela sur le compte de l'imprévoyance masculine ou des coutumes familiales. Elle comprenait désormais que Michel avait toujours agi pour lui-même. Si ses intérêts concordaient avec les siens, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Dans le cas contraire, il se gardait bien de lui faire part de ses intentions. La donation de l'appartement, le déménagement de sa mère, les engagements financiers. Tout cela s'était discuté en coulisses, pour lui être présenté comme un fait acquis, qu'il fallait avaler sans broncher. D'autres épisodes lui revinrent en mémoire, ce crédit auto, souscrit sans son accord, ce poste accepté à l'autre bout de la ville, sans penser aux frais d'essence qui plomberaient leur budget, ces week-ends sacrifiés, pour aider des collègues à déménager. À chaque fois, il invoquait de nobles idéaux, la voiture était vitale pour la famille, le nouveau travail offrait des perspectives de promotion, rendre service aux copains, c'était sacré. Mais, dans les faits, c'était toujours Valérie, qui écopait des désagréments. Le crédit était remboursé sur les deniers du ménage, les frais de transport obligeaient à se serrer la ceinture, et ses projets de week-end passaient à la trappe. Et si elle osait émettre une critique, ou réclamer d'être consultée à l'avenir, Michel se posait en victime, comment pouvait-elle douter de lui? Comment osait-elle entraver ses efforts, pour améliorer leur quotidien? Les rouages de sa manipulation lui apparaissaient maintenant au grand jour. Michel fuyait les décisions difficiles, comme la peste. Il préférait trancher dans son coin, et laisser sa femme gérer les pots cassés. Si l'initiative s'avérait payante, il en tirait toute la gloire. Si elle tournait au fiasco,
la faute en incombait à sa femme, qui n'avait pas su l'épauler dans l'adversité. L'épisode de sa mère était l'aboutissement de cette mécanique bien huilée. Michel escomptait récolter les lauriers du fils dévoué, tout en refilant l'ardoise à sa femme. Voyant son plan échouer, il n'avait pas hésité une seconde, à sacrifier sa mère, et à faire porter le chapeau de la rupture à Valérie. Ainsi, il pouvait raconter à ses amis, qu'il avait voulu sauver sa mère, mais que sa femme, cupide et intraitable, avait fait capoter l'opération. Quant à sa mère, il lui ferait croire qu'il avait essayé de la protéger, mais qu'il n'avait pas fait le poids, face à l'intransigeance de son épouse. Quel que soit le scénario, il gardait le beau rôle, celui de la victime des circonstances, et de la méchanceté d'autrui. Le verdict tomba, elle ne pouvait plus vivre avec un homme, qui refusait d'assumer les conséquences de ses actes. Elle ne pouvait pas bâtir une famille avec un individu, prêt à sacrifier les siens, sur l'autel de son confort personnel. Ces 12 années de mariage n'avaient été qu'un vaste mensonge. Elle s'était inventé un mari, qui n'existait que dans son imagination. Elle avait projeté l'image d'un père de famille solide, sur un individu qui ne pensait qu'à son nombril. Combien d'années supplémentaires était-elle prête à gâcher, pour entretenir cette illusion? Combien de fois encore, accepterait-elle de jouer le rôle de l'épouse compréhensive, contrainte d'avaler les couleuvres de son mari? Valérie se projeta dans l'avenir. Que se passerait-il dans 10 ans? Lorsque Michel vieillirait, et perdrait en autonomie, c'est elle qui devrait jouer les gardes malades. Et il trouverait cela tout à fait normal, puisque l'épouse se doit d'épauler son mari, dans l'épreuve. Et s'ils avaient des enfants? Il prendrait toutes les décisions éducatives dans son coin, et elle se taperait le sale boulot. Et si ses propres parents, à elle, tombaient malades et réclamaient de l'aide? Michel trouverait 1 million d'excuses, pour se défiler. Et, une fois de plus, tout lui retomberait sur les bras. Si elle ne reprenait pas les rênes de sa vie dès maintenant, elle était condamnée à exécuter les décisions des autres, jusqu'à son dernier souffle. Michel ne changerait jamais, car son mode de fonctionnement lui convenait à merveille. Il lui offrait tous les avantages de la vie de couple, sans avoir à en assumer les responsabilités. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Ce soir-là, lorsque Michel rentra du travail, Valérie lui annonça la couleur. Elle demandait le divorce. Michel tomba des nues. Pourquoi divorcer? Le problème avec sa mère était réglé, le budget familial était renfloué, et personne ne réclamait plus un centime. Valérie lui expliqua que le problème ne venait ni de sa mère, ni de l'argent. Le vrai problème, c'était d'avoir vécu 12 ans avec un inconnu, et de ne plus vouloir prolonger la mascarade. Michel tenta de la faire changer d'avis. Pourquoi bousiller un mariage, pour une simple erreur de parcours? Ils avaient passé tant d'années ensemble. Ils partageaient des projets, un patrimoine. Avec une patience infinie, Valérie lui démontra qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de parcours, mais du symptôme d'un trait de caractère fondamental. Elle ne pouvait plus accorder sa confiance à un homme qui rayait les gens de sa vie, dès qu'il devenait encombrant. Quant au patrimoine commun, il serait divisé en toute équité. Celui qui souhaitait conserver l'appartement rachèterait la part de l'autre. Le reste serait divisé en 2. Michel ne parvenait pas à saisir le raisonnement de sa femme. Il avait pourtant fait exactement ce qu'elle exigeait, il avait écarté sa mère, mis fin aux dépenses aberrantes, et rétabli leurs finances. C'est précisément ce qui m'effraie, rétorqua Valérie. Tu as balayé d'un revers de main la femme que tu étais censé aimer le plus au monde. Cela veut dire que tu pourras m'effacer de ta vie avec la même facilité, le jour où je deviendrai un boulet. Michel s'obstina à prouver que ce n'était pas comparable. Une mère, c'est une mère, mais une femme, c'est totalement différent. Ses sentiments pour elle n'avaient rien à voir. Mais, Valérie ne croyait plus à ces belles paroles. Elle avait entendu trop de beaux discours, qui ne servaient qu'à masquer un égoïsme crasse. Le divorce fut prononcé rapidement, et sans heurts. Michel fit de son mieux pour sauver la face, expliquant à qui voulait l'entendre, que sa femme avait pété les plombs, avec ses ambitions et ses exigences démesurées. Valérie ne prit même pas la peine de démentir. Les gens étaient libres de penser ce qu'ils voulaient. Ils vendirent l'appartement,
et se partagèrent le fruit de la vente. Valérie loua un petit studio dans le même quartier, et dénicha un nouveau poste, bien mieux rémunéré. 6 mois plus tard, les bruits de couloir lui apprirent que Claire vivait toujours chez Céline, mais que l'ambiance y était électrique. La belle-sœur s'était vite rendu compte qu'héberger sa mère coûtait beaucoup plus d'efforts que d'empocher un appartement en cadeau. De son côté, Michel filait le parfait amour avec une collègue, une jeune femme naïve, en admiration devant son expérience et sa sagesse. Il devait probablement lui raconter que son ex-femme était une matérialiste coincée, incapable de mesurer la valeur des liens du sang. Valérie ne regretta jamais son choix. Mieux valait une solitude franche qu'une vie partagée avec un narcissique. Mieux valait mener sa barque en solo que de passer sa vie à écoper l'eau que les autres faisaient entrer. À 35 ans, elle avait encore toute la vie devant elle pour repartir à zéro, assez de jugeote pour ne pas retomber dans le même panneau, et suffisamment de cran pour ne pas redouter le célibat. Mais, surtout, elle avait enfin saisi la nuance entre une véritable famille et une vulgaire imposture. Elle savait désormais qu'il valait mieux être seule que d'être aveuglée sur la vraie nature de ses proches. Si, un jour, un autre homme devait croiser sa route, elle ne se fierait plus aux belles paroles, mais aux actes. Elle ne chercherait plus des promesses, mais le sens des responsabilités. Elle se moquerait des grandes déclarations, pour ne regarder que les véritables motivations. Ces 12 années de Dupri lui avaient enseigné la plus précieuse des leçons. La famille, ce ne sont pas de beaux discours sur l'amour et l'entraide. La famille, c'est la volonté de chacun, de porter la responsabilité du bonheur de tous. Si, au sein d'un foyer, quelqu'un ne cherche qu'à amasser les privilèges, sans jamais s'impliquer, alors ce n'est pas une famille. C'est une simple illusion, un décor de théâtre en carton-pâte, derrière lequel se cache le plus vil des égoïsmes. Valérie n'avait plus aucune intention de jouer les figurantes dans ce genre de pièce. Si elle devait fonder une famille, ce serait une vraie. Si elle devait rester seule, ce serait en toute honnêteté. La boutique était bel et bien fermée, et, cette fois-ci, c'était pour de bon.